Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement te prendre avec moi pour te montrer la réanimation de garde de nuit. Là, j'avais fait une première vidéo 2 jours que tu pourras retrouver ici si tu ne l'as pas vue, 2 jours cette fois-ci, et je me suis dit ça peut être intéressant de repartager un petit peu mon travail et ce que c'est que la réanimation de nuit, ce qu'on y fait. Non, on ne dort pas, il y a beaucoup de travail. Alors du coup, avant de commencer, les horaires du coup c'était 20h, 8h. Du coup, là, il est quelle heure? 19h27. Je vais pas tarder à partir. Comme la dernière fois, je vous avais dit, j'ai une dizaine de minutes pour aller à l'hôpital. Et tout simplement, je vous montrerai un petit peu détail par détail ce que je vais y faire. J'essaierai de vous montrer un petit peu plus d'éléments. Je sais que certains sont un petit peu envieux de voir. Mais après, c'est toujours le même problème. Et c'est le secret médical, etc., qui est un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire un effort et surtout de ne pas trahir l'hôpital, etc., quoi. Ça y est, on est reparti. On est seulement mi-août. Il pleut déjà. Du coup, je peux pas prendre le vélo. Enfin, en vrai, je pourrais, mais bon, j'ai pas trop envie, surtout en sortant de nuit le matin, d'être trempé, etc. C'est vraiment pas agréable. Du coup, c'est toujours pour la voiture. Mais avant, on choisit quand même la bonne musique pour se motiver. Enfin, je suis toujours motivé de toute manière, mais je veux dire, c'est bon mood. Une bonne musique, ça fait plaisir. Allez, je viens d'arriver au vestiaire, je viens de me changer. Regardez-moi cet outfit. Le petit collier Cars, les petites chaussures Cars. Je peux vous dire, c'est incroyable. Non, en vrai, c'est juste mes collègues qui m'avaient offert ça simplement. Allez, je vais aller aux transmissions, là où on va faire le résumé des patients sur le roulement, donc les 2 jours de repos, parce qu'on est mercredi soir du coup, et j'ai travaillé vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Du coup, il y a le lundi, mardi qui ont été faits par la contre-équipe. Du coup, on va avoir le résumé du roulement en fait. On a plus ça des synthèses de roulement naturellement. Je vous reprends du coup, il est 22h11. On a eu le temps de faire les transmissions et j'ai repris les mêmes patients que j'ai depuis la semaine dernière. J'aime bien reprendre les mêmes patients, ça me permet d'avoir une continuité des soins et de connaître mes patients, d'anticiper pardon, certaines choses. Donc voilà. J'ai un patient qui a eu un accident en moto où ça a été un petit peu compliqué, avec différentes fractures pardon, diffuses, dont une grosse où ça l'a amené à être amputé. Donc c'est triste, sachant qu'il est jeune. Le problème actuellement chez lui, c'est un sevrage ventilatoire difficile sur lequel il a fait plusieurs infections pulmonaires. Donc en fait, c'est très compliqué. On en est arrivé à un point où on l'a trachéotomisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus intubé par la bouche, mais il est traqué en fait par la trachée. Donc voilà, là on essaie d'abaisser les apports en oxygène, mais il fait des infections en fait qui bouchent les bronches. Donc voilà. Chez lui, on a un petit contact au niveau neurologique parce que forcément il y avait des lésions neurologiques malgré qu'il portait un casque. Donc comme quoi c'est quand même toujours utile, peu importe ce que vous faites, vélo, trottinette, moto, le casque c'est hyper important. La preuve même avec des casques on a des lésions, donc voilà. Et chez mon autre patient, c'était un patient qui est là pareil depuis une vingtaine de jours pour une suspicion d'un abcès au niveau digestif. Le digestif, comme je dis toujours, c'est très compliqué, ça a du mal à cicatriser, c'est chaud, il y a beaucoup d'infections, donc voilà. Là, c'est la 8e fois qu'elle va au bloc opératoire pour essayer de faire quelque chose au niveau digestif parce que ça s'est transformé en péritonite. Donc très compliqué, c'est un patient sur lequel elle est actuellement dans le coma artificiel avec des sédations plus plus. Je vous mets tout ce que j'ai pu un petit peu prendre en photo pour vous partager. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est une photo que j'ai réussi à prendre dans la chambre d'un de mes patients. Alors, je vais vous expliquer concrètement tout ce qu'il y a. Donc ça, finalement, c'est le scope avec en vert la ligne de la fréquence cardiaque, en rouge la ligne de la tension, enfin de la pression artérielle en instantané. Donc ça, en fait, ça varie tous les, je sais pas, une seconde, il me semble. La saturation, le taux d'oxygène dans le sang et la fréquence respi en jaune. Donc ça, principalement, c'est les informations qu'on va le plus utiliser. Ensuite, en dessous, nous avons le respirateur. Le respirateur, c'est ce qui est utilisé pour ventiler le patient lorsqu'il est dans le coma artificiel. C'est le second poumon, en fait. Avec ici, vous voyez plein de petits paramètres que l'on peut régler en fonction du gaz du sang et en fonction du patient, comment il est sédaté et comment il respire. En dessous, on peut voir également une machine, ça s'appelle une cocotte. C'est ce qu'on utilise pour réchauffer et humidifier l'air. Ça permet de moins être asséchant au niveau des voies respiratoires et de pouvoir faire remonter plus facilement les sécrétions. Ici, sur cet écran-là, en fait, c'est le récapitulatif au niveau du temps qui nous reste des seringues. On voit que les lignes sont plus ou moins toutes avancées. Ça dépend en fait de la quantité qui reste dans la seringue en fonction de la vitesse. Ce petit boîtier-là, c'est le boîtier de l'AREA. C'est l'AREA qu'on a sur 24 heures. Par exemple, un Phi 1000 ml avec 2 grammes de potassium.
Ensuite, en dessous, on va avoir l'alimentation intraveineuse, c'est le sachet blanc qu'on voit là, le Smooth Capivaine. Pareil, c'est pour que le patient ait les nutriments nécessaires. Ici, on a le propofol, l'hypnotique, le médicament pour dormir. Le rémifentanil, le morphinique, le médicament pour les réduire les douleurs, etc. Ici, on a un autre pouce seringue vitesse 1, c'est l'héparine pour réduire le risque thromboembolique, les phlébites, etc. Bien évidemment, on arrête avant que le patient aille au bloc opératoire, avant qu'il ne se passe plus de problèmes. Ici, on a vitesse 2, les vecteurs d'amine. Les vecteurs d'amine, c'est ce que l'on met sur les cathéters presque systématiquement, surtout avec la noradré. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Je le mets vitesse 2, c'est ma vitesse de croisière, j'y touche pas de la journée. Et ensuite, en fonction de la tension du patient, j'ai juste à régler la vitesse de la noradré pour que ça soit vraiment le plus précis possible. Et c'est surtout qu'il faut au minimum 2 ml par heure dans les voies du cathéter, tellement que c'est fin, pour éviter que ça se bouche. Ensuite, vitesse 4, ici, j'ai le cisatracurium, c'est le Nimbex, c'est ce qu'on utilise pour curariser le patient. Et en dessous ici, c'est de l'insuline pour régler le diabète et le sucre. Ici, on voit une seringue qui est vide, c'est une recharge de potassium qui s'était finie. Le potassium, c'est un ion qui est beaucoup utilisé par le corps et qui est beaucoup éliminé lors des urines. On est obligé, enfin, on le contrôle grâce à la biologie au bilan de 6 heures, mais également grâce au gaz artériel que l'on effectue à la demande des médecins. Et en fait, on fait des recharges, par exemple 3 grammes sur 3 heures, 4 grammes sur 4 heures pour rééquilibrer et que enfin, tout se passe bien. Et ensuite, ici, on voit la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une amine que l'on utilise pour faire remonter la tension lorsque les patients sont hypotendus. Donc finalement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pouces seringues, beaucoup de tubulures, etc. Mais le fait que j'explique, j'espère que ça dédramatise un petit peu tout ce que l'on pourrait voir et être surpris de voir dans une chambre de réanimation. J'en ai profité également pour faire le tour chez mes deux patients et les seringues sur 12 heures à peu près, parce qu'il y a des médicaments qui ne tiennent pas 12 heures, il faut les faire en temps voulu en fait. Voilà, du coup, j'ai préparé mes seringues. Alors, du coup, là, j'ai de l'insuline pour régler le diabète, enfin le sucre. Là, j'ai de l'héparine pour fluidifier le sang, un sérum fille pour aller dans les voies centrales avec la noradré pour pas que ça se bouche. Le diprivant hypnotique pour dormir. Le curare, là, c'est du Nimbex qu'on utilise. Et le morphinique, le rémifentanil pour ne pas avoir mal avec tous les soins qu'on prodiguait. Le tour, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on revoit de la tête aux pieds le patient, tous les dispositifs médicaux qu'il a, donc la sonde d'intubation, quel repère aller, s'il y a des mouvements, etc. Au moins, on sait où il faut la mettre. On vérifie le ballonnet. Le ballonnet, c'est ce qui gonfle la sonde d'intubation et qui maintient au niveau dans la gorge, en fait, contre les cordes vocales. La sonde nasogastrique qui permet d'alimenter au niveau enfin en fait c'est une sonde qu'on passe par le nez jusqu'à l'estomac, ça s'appelle la sonde nasogastrique, on vérifie le repère et qu'elle soit bien en place parce que si on injecte quelque chose qu'on veut le mettre dans l'estomac et que par exemple c'est dans les poumons, c'est compliqué. On vérifie aussi les cathéters, nous la plupart du temps ils ont des cathéters artériels, c'est des cathéters qu'on met dans les artères du coup pour avoir la tension en instantané. C'est ce qu'on utilise également pour faire des prélèvements, des bilans sanguins et des gaz artériels. D'ailleurs, je vous mets des images de ce que j'ai pu prendre en photo ici. C'est la machine avec laquelle on utilise pour faire des gaz du sang. Et en fait, ça nous donne sur une espèce d'écran les résultats et on l'a aussi sous forme de ticket. On a aussi du coup les voies centrales. Les voies centrales, c'est des grosses perfusions qu'on met au niveau sous-clavière, en jugulaire ou en fémoral. Il y a entre 3 et 4 voies. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'on utilise. Ça nous permet de mettre beaucoup de sédation en fonction de ce qu'on a à mettre. Par exemple, la noradrénaline, des amines, pour la tension, on va les mettre sur une voie différente que l'AREA, on appelle ça, c'est-à-dire que le liquide qui coule sur 24 heures. Parce que si on a besoin de passer des médicaments en intraveineux et qu'il y a les amines dessus, ça ferait un bolus en fait, ça ferait une grosse vitesse d'un coup des amines et là c'est pas du tout recommandé, enfin ça c'est des choses tragiques. J'ai trouvé une image qui pourrait être un petit peu office de schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Là du coup on voit trois voies, la voie proximale, la voie distale, la voie médiane. La voie proximale c'est la voie qu'on va utiliser pour les amines, pour la noradrénaline par exemple. Pourquoi on utilise la voie proximale? Tout simplement parce que à la fin du cathéter, la voie proximale c'est celle qui est la première en fait, et la distale la plus longue. En fait, si on mettrait comment ça s'appelle, des amines à la fin, ça veut dire que par exemple sur la voie proximale, par exemple, si on met un remplissage, c'est-à-dire fort, et que la noradrénaline on en met également, ça fait des bolus et c'est vraiment délétère pour le patient. Par contre, si on met le remplissage sur la voie distale, ça coule en flux continu sans poser de problème, et la noradrénaline qui coule en goutte à goutte avec un certain débit, sans problème et sans variation du débit. C'est donc là tout l'intérêt du cath artériel d'avoir plusieurs voies
voie d'abord en faisant qu'un seul point de ponction. Et franchement, c'est hyper pratique et on peut nous en mettre jusqu'à 4 voies en fait. On aura juste 2 voies médianes, donc on aura voie proximale, voie distale, voie médiane 1 et voie médiane 2 tout simplement. À savoir également qu'il y a une gauge sur les KT, c'est-à-dire que par exemple la voie proximale, il n'y a jamais beaucoup de choses qui passent, donc ça va être une plus petite taille que les voies médianes où il va y avoir par exemple du sang, de l'AREA, des antibiothéraphies ou plein de choses comme ça qui vont pouvoir être injectées. Il y aura forcément un calibre plus important au niveau de la tubulure en fait. On vérifie aussi tout ce qui est sonde urinaire ou les différents dispositifs, s'il y a des redons, des choses comme ça. Donc ça, on vérifie tout, on fait les médicaments et on vérifie aussi la chambre, voir s'il y a tout le matériel d'urgence nécessaire à disposition au cas où, on ne sait jamais. Du coup, pour notre tour de 21h, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend les constantes, la température, glycémie, etc. On vérifie l'état neurologique, voir comment les patients y sont, s'il y a un éveil, etc. On les aspire parce que quand ils sont intubés, ils ne peuvent pas faire remonter les sécrétions, donc c'est à nous de les aider à les faire remonter. On vérifie les urines, voir s'ils éliminent correctement. On fait l'échange si besoin, c'est-à-dire qu'on les change entre 2 et 3 fois par jour pour pouvoir les remettre au propre régulièrement et faire les soins d'hygiène simplement nécessaires. Et voilà, du coup là j'ai encore quelques traitements à préparer, vérifier mes bilans sanguins pour demain matin. Normalement c'est préparé par la journée, mais il faut juste que je vérifie si c'est bien fait par mes collègues, etc. Et puis continuer à faire quelques seringues et médicaments, et puis aider mes collègues à faire l'échange des différents patients. Donc voilà, à savoir du coup que là j'ai que 2 patients, mais dans le service du coup il y a 15 places, plus une place de trauma center. Je vous expliquerai un jour si ça vous intéresse ce que c'est que le trauma center. Il est maintenant minuit 47, on vient d'aller faire nos tours de minuit et une toilette personnellement. On a trois toilettes pardon, à faire sur la nuit. Ça permet d'avancer un petit peu le travail et puis bah, nous un petit peu de nous occuper quand nos nuits sont calmes. C'est pas, enfin déjà c'est obligatoire les toilettes, c'est comme ça, c'est un protocole de service. Et ensuite des nuits calmes, on va dire que ce n'est pas le même rythme que la journée et tu peux pas prévoir, c'est la réanimation. Des fois ça va être calme où il va y avoir une activité normale et des fois tu vas pas toucher terre. Donc voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. J'ai quand même une collègue qui vient d'aller au scanner, on a quand même une entrée prévue qui est au bloc opératoire actuellement. Donc voilà, c'est quand même soutenu et il y a encore des toilettes et des soins à faire, des tours à faire et on ne sait jamais, ça peut partir un petit peu en live à n'importe quel moment. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, la nuit on est 6 infirmiers et 3 aides-soignants, un aide-soignant par secteur et les infirmiers ils ont plus ou moins 2 ou 3 patients chacun. Donc ça c'est pareil, ça dépend des activités, des fois tu vas pas toucher terre et des fois bah, quand les patients sont calmes ou qu'il n'y a pas grand chose à faire, etc., c'est vrai que c'est confortable. La nuit c'est pas toujours évident, c'est un rythme à prendre, c'est épuisant, enfin je trouve de vivre complètement en décalé. Il y en a ça leur plaît parce qu'ils préfèrent vivre la nuit où ils n'ont pas beaucoup besoin de sommeil. Moi, ça va, je le vis pas trop mal. Je sais que j'ai besoin quand même de repos. Donc, je vais me coucher à peu près vers 9h du matin et je vais me réveiller naturellement vers les 15h, aux alentours de 15h. Là, du coup, ce qu'il me reste à faire, bah, il me reste d'aider mes collègues pour leur tour et les toilettes. J'aurai un autre tour aux alentours de 3h du matin. Et puis, si c'est possible, on pourra se poser. Alors, quand je dis me poser, on va pas se coucher dans des lits, c'est pas possible. On a des fauteuils classiques où on peut juste un petit peu les allonger et bah, on essaie d'un petit peu de se reposer comme on peut, mais être toujours vigilant. De toute manière, on dort tous, on se met tous, on appelle ça dormir, mais en fait, c'est juste se poser devant les scopes parce que tu peux pas dormir, ça bip tout le temps, il y a toujours du bruit, il faut toujours être hyper vigilant. C'est juste un moment d'assoupissement et c'est tout à fait normal parce qu'en plus, quand il fait nuit, bah, ton corps se met en mode off. Donc bah, c'est des fois très dur de résister. Moi personnellement, aux alentours de 3-4 heures du matin, ça commence à être dur. Après, quand la journée, enfin le jour se lève, etc., c'est reparti. Je reprends maintenant un petit peu plus tard dans la nuit. Il est maintenant 6h30 du matin. J'ai pas filmé parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai fait mon tour à 3 heures, les thérapeutiques, etc. On a quand même eu une entrée, donc bien évidemment, on va aider les collègues pour faire les soins, les toilettes, etc. Là, je viens de faire mon tour de 6 heures du coup, donc tout ce qui va être enfin, encore les constantes, les bilans entrée-sortie, c'est-à-dire ce que le patient élimine au niveau des urines, au niveau des poches si besoin. Voilà, on continue de faire ça. On prépare et on change les seringues qui pourraient être susceptibles de changer. Ça dépend des vitesses, mais on évite que ça sonne pendant les transmissions, c'est pas agréable. Et si on a la possibilité de le faire, on change en avance. Généralement, le bilan est composé d'une biologie, d'une hume, d'un gaz.
On peut faire également de la pharmacologie, c'est vraiment la base de ce que l'on prélève. Après, on peut faire plein de prélèvements, c'est la demande des médecins. Là, du coup, ma nuit n'est pas finie. On vient de recevoir un déchocage. Un déchocage, c'est un trauma center. C'est grâce au trauma center, pardon, c'est un patient qui nous est rapproché sur mon centre hospitalier pour qu'on lui prodigue les soins auxquels il a besoin. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture auquel l'examen clinique du SMURiste, donc du médecin du SAMU, il suspecte quelque chose. Du coup, on l'a pris chez nous en charge et là, on l'amène au scanner pour voir un petit peu ce qu'il a. Allez, je vais continuer d'aider mes collègues à faire les prélèvements. On se retrouve tout à l'heure. Allez, fin de la première nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un décès quand même dans le service. Bon, ça arrive très régulièrement. C'est à peu près 33% de mortalité en réanimation. Là, moi, je développerai pas trop le sujet, mais juste pour vous prévenir que mettez des casques. Mettez des casques parce que là, justement, en fait, c'est un trauma crânien et c'est fini en mort encéphalique. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Mettez des casques et faites attention à vous. C'était le petit message un petit peu de prévention. Là, je vais me changer, je vais rentrer et puis on va aller coucher. Hein. Je vais aller dormir parce que c'est un petit peu épuisant quand même. Voilà, je viens de rentrer à l'instant. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjeuner. Ça, c'est important, l'alimentation, surtout quand tu es de nuit. Tu es toujours un petit peu décalé, tu sais jamais trop quoi manger. Franchement, moi, j'y vais au feeling. Le matin, pardon, en sortie de nuit, je déjeune. Là, je vais dormir. Ensuite, à mon réveil, soit je mange sucré, genre un petit déj, soit je mange salé. Franchement, c'est un peu au feeling. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention, surtout quand tu as des périodes, on va dire, de 15 jours, un mois de nuit, parce que tu vis en décalé, tu manges un peu n'importe comment. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et la nuit, je fais un repas aux alentours de 23h, minuit. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise personnellement. Il est 8h30, je viens de finir de déjeuner, je vais aller prendre ma douche et puis je vais aller dormir simplement. Et puis comme je l'ai évoqué, je vais me réveiller naturellement aux alentours de 15h. Je sais que c'est à peu près comme ça que ça marche simplement. Allez, à tout à l'heure. Il est 19h45 maintenant, je commence dans un quart d'heure. J'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 15h30 à peu près comme d'habitude. Je suis en forme, voilà. On est prêt pour attaquer cette deuxième nuit. Allez, c'est parti, je vais me changer. Allez, je reprends un petit peu plus tard dans la soirée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je viens de manger, il est minuit. J'ai fait mes tours. Je vais recommencer mon tour de minuit. J'ai été vachement occupé. J'ai pas pu pardon, vous en montrer deux, trois trucs. J'ai tout simplement eu un déchocage au service. Un patient qui s'est défenestré, donc qui a sauté de la fenêtre de 10 mètres de haut, donc 4 étages au total. Donc, on a dû s'en charger et puis s'occuper également de tous les patients qui restaient dans le service. Du coup, ça prend énormément de temps de tout techniquer, d'aller au scanner et de s'occuper des autres patients, parce que du coup, l'infirmière qui est en charge du déchocage, ces deux patients ne sont pas vus, donc c'est à nous de reprendre le relais, c'est normal, c'est la continuité des soins. Là, je vais aller faire mes tours de minuit, je vais enchaîner également sur les 3 toilettes qu'on doit faire chaque nuit. Si par exemple, tu n'as pas de toilette à faire toi personnellement, tu vas aller aider tes collègues, c'est normal, c'est le travail d'équipe et ça, on le retrouve énormément en réanimation. Concernant le travail de nuit, c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Les rythmes, etc. Je préfère, enfin, il n'y a pas de préférence en fait, parce que des fois, la journée, ça va être vraiment calme, et finalement, tu as tous les avantages, parce que c'est des roulements calmes et tout se passe bien. La nuit, c'est pareil, des fois, enfin, tu peux pas prévoir en fait. Des fois, la nuit, ça va être calme, et c'est agréable de se retrouver avec les collègues, etc. Mais des fois, tu touches pas pied, donc, enfin, tu touches pas terre, pardon. Donc, c'est tout, c'est comme ça, c'est les joies de la réanimation, et c'est ce qui fait un petit peu que nous, ça nous plaît. En fait, quand on arrive au boulot, on ne sait pas comment la journée va se passer. Allez, je refile voir mes patients, je refile voir mes collègues, je vais les aider, et puis c'est parti, à tout à l'heure. Du coup, là, je suis en train de faire le bilan chez un de mes patients. Qu'est-ce que je vais faire? Un gaz artériel. J'ai prélevé des urines, une biologie et une NUM. C'est parti. Et puis le tube de purge pour purger le catharte, parce que sinon tu purges le sérum film, donc ça fausse les résultats. Et puis le corps de vacu qu'on adapte directement sur le cathare artériel. Je suis désolé, j'ai pas trouvé une image de meilleure qualité que celle-là, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Du coup, ça c'est la main avec le cathé au niveau de l'artère radiale. On voit ensuite la tubulure avec le robinet de prélèvement. Le robinet de prélèvement, c'est juste ça en fait, c'est ce qui nous permet de prélever le sang directement avec le tube. Ensuite, quand on remonte, on va voir ici la tubulure qui remonte ensuite à la tête de pression. La tête de pression, c'est ce qui permet de calibrer le cathère artériel. Le cathère artériel, ça se fait grâce à la pression atmosphérique au niveau de l'oreillette du cœur et ça nous permet d'avoir la tension en instantané ici sur le scope, c'est hyper pratique. Et ensuite, au-dessus, on voit la poche à pression. Pourquoi on met une poche à pression? Tout simplement parce que dans
dans l'artère, il y a une pression, la tension artérielle, et si on met rien pour la contrer, le sang remonterait ici dans la tubulure. En fait, le fait de mettre cette poche de pression permet de contrer la pression tout simplement grâce au sérum physiologique. La tête de pression, ça ressemble tout simplement à ça. Ça nous permet de flusher, c'est-à-dire d'utiliser le fil de la poche pour rincer la tubulure, et ça nous permet de faire un zéro artériel, c'est-à-dire de recalibrer à chaque prise de poste, donc toutes les 12 heures, le cathé pour être sûr que ça fonctionne correctement. Du coup, j'ai tout prélevé, je vais en profiter pour faire une glycémie dessus. Hop. Nous, en réanimation, on calcule en millimol et pas en grammes par litre. Donc là, 5,7, c'est dans les normes, c'est parfait. Hop, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une dernière vérification et j'ai tout mis dans une enveloppe pour chaque catégorie de bilan parce que tout se mélange pas et tout va pas au même endroit au laboratoire. Et le gaz du sang, j'ai mis une pochette en plus pour pouvoir mettre de la glace en plus pour le gaz, le temps qu'il aille au laboratoire, etc. Hop. Et ensuite, on met les bilans dans des tubes comme ça, hop, et on envoie directement par la machine, par le pneumatique. Je vous reprends maintenant, il est désormais 14 h. Quand j'ai quitté, je suis directement allé dormir parce que j'étais fatigué. Je préfère faire la fin de cette vidéo correctement. Alors à la fin de notre garde, du coup, on a les transmissions à faire, c'est-à-dire résumer sur 12 heures ce qui s'est passé pour chaque patient. On a évidemment les chambres à remettre au propre pour la nouvelle garde en fait, c'est-à-dire nettoyer un petit peu les plans de travail parce que des fois, quand on fait des antibiotiques, par exemple, ça colle, retirer les tubulures sur les rampes pour repartir sur de nouvelles, c'est de l'hygiène tout simplement. Finalement, j'avais pas une grosse charge de travail avec mes patients, mais ça tu peux pas prévoir parce que tu sais pas comment ça va se passer, comment ils vont réagir à certains thérapeutiques, à certains soins, etc. Mais à côté, il y a quand même toute la réanimation à s'occuper, c'est-à-dire qu'il y a aussi mes collègues et leurs patients à s'occuper. Et c'est ça prend du temps parce que tu vas pas aller te poser le temps que tes collègues sont encore au travail en fait. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment le maître mot on va dire de tout ça parce qu'on vit quand même des choses assez conséquentes. La preuve, on a encore eu malheureusement un décès avec quelqu'un qui n'avait pas mis de casque, donc il y a eu un trauma crânien. Donc on est confronté à la mort très fréquemment. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe solidaire qui peut être là dans les mauvais moments. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu en as encore appris un petit peu sur la réanimation. J'ai essayé de te montrer un petit peu plus de choses que d'habitude. C'est toujours un petit peu délicat parce que il y a toujours les patients, le secret médical, etc. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si tu as des questions ou quoi que ce soit sur le parcours ou sur le travail en réanimation. Je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre. C'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.